Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit, peut-être pas le petit, le book haul de septembre. Tous mes petits achats ou réceptions du mois, j'ai acheté pas mal. Et en même temps, ma palle ne grossit pas. C'est-à-dire que là, j'ai un rythme d'achat qui fait que je lis ce que j'achète, quasiment. C'est-à-dire que les livres que vous allez voir ici vont être lus dans le prochain mois ou dans les prochains mois. Ça va arriver assez vite, surtout que j'attends un petit peu des services presse pour le mois de l'imaginaire. Comme d'habitude, on présente les SP en premier et ensuite je vous présente mes petits achats faits surtout en salon. Il y a aussi un petit peu de littérature anglaise. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates du mois d'octobre, sachant qu'il y a des dates qui ne sont toujours pas annoncées. Voilà, on est en train de chercher un petit peu tout ça. Vous annoncez les dates de novembre et les dates de décembre qui sont encore pas terminé, c'est-à-dire qu'en décembre, normalement, il y aura encore une autre dédicace. Et vous annoncez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mercredi, la tragique nouvelle, j'allais pas dire tragique, mais le report de 2 mois de la sortie de la prochaine publication des Trois Dornes, c'est-à-dire que le tome 2 de La Gardienne du Chardon, La Reine de Fer, sortira en février 2024 pour des raisons qui sont assez multiples, notamment le coût assez important de la production de La Forêt aux Fleurs d'Or. Voilà, c'est un relié, ça coûte extrêmement cher dans la façon dont je fabrique les livres, c'est-à-dire de façon éthique et made in France. Et donc, je préfère reporter la sortie de 2 mois et de faire quelque chose qui me satisfait que de devoir tout bâcler. Et au niveau des agendas, de la fin d'année des salons et de ma vie personnelle, il y a pas mal de choses qui évoluent, donc je ne pourrais pas le sortir en décembre et je m'en excuse, mais c'est la meilleure décision à prendre. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Alors, au niveau des SP, j'ai reçu quelques petites choses. D'une de Nicolas Allard, un chef-d'œuvre de la science-fiction. C'est un petit essai qui est disponible chez Pocket sur Dune, parce que Dune, c'est comme la sortie des Voix de l'Oporum 2, c'est-à-dire qu'il y a eu du retard voilà, sur les choses. Dune aurait dû sortir à la fin de l'année, en raison de la grève des scénaristes et reportée en 2024. Et donc, il y a pas mal de publications qui sortent actuellement, parce que ça devait être cohérent avec la sortie, et donc on peut pas changer forcément des publications comme ça. Donc ici c'est un petit essai assez court et assez dense sur l'univers de Dune. Au-delà du texte, c'est surtout aussi sur la représentation cinématographique et la réception. Nicolas Allard est assez connu dans ce domaine-ci, notamment parce que c'est un agrégé de littérature, même si je dois lui reprocher le fait qu'il y a énormément de citations, et donc quand il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup moins d'essais. Il en reste que l'œuvre est assez intéressante, c'est pour grand public, voilà, c'est vraiment un petit texte là-dessus. Je vous conseille quand même d'avoir lu au moins le tome 1 de Dune avant de le commencer, voire le tome 2, là où j'en suis, parce que sinon vous allez être spoilé. Mais c'était assez chouette, et moi Dune, ça m'a donné envie de me relancer. J'ai lu pas mal de choses sur Dune en ce moment, et pas Dune. je contourne le problème, mais j'ai envie de terminer la saga prochainement. C'est juste que il faut que je me donne le courage de l'acheter en librairie. À chaque fois, je vais vers d'autres univers, mais c'est assez sympa et c'est assez synthétique et pas trop complexe, donc voilà, pour le grand public c'est chouette. Ensuite, autre éditeur, là ça a été un coup de cœur. Bon, je vous le dis déjà parce qu'il y a pas mal de lectures que je vous présente que j'ai déjà lues, notamment SP, parce que voilà, on peut pas les faire attendre, surtout qu'ils étaient en début de mois. Celui-ci est sorti fin août, mais au moment où j'ai filmé la vidéo, je l'avais toujours pas reçu. C'est L'Ombre des Dieux de John Gwynne. Alors sachant que je l'attendais comme le Messie, voilà, j'ai été très satisfaite et j'ai pas été déçue du tout de ma lecture. On retrouve John Gwynne ici dans un univers beaucoup plus adulte que Les Terres Bannies, beaucoup plus nordique aussi. On va suivre 3 points de vue dans L'Ombre des Dieux, qui est une trilogie il me semble, qui s'inspire des nordiques, mais qui n'est pas de la fantaisie nordique au sens que tu retrouves pas les dieux Odin et toute la famille. C'est plutôt des inspirations, et quand tu es fan de mythologie, il y a énormément de références et c'est un plaisir, vraiment. Je vous prends un exemple tout bête dans le texte, mais un des personnages, donc la fille d'un jarl qui est une sorte de combattante, va retourner chez son père par malheureusement, elle voulait pas y aller, mais par un petit concours de circonstances, et elle va rencontrer, c'est un ogre, je crois, qui a la tête coupée et qui a beaucoup de savoir, et donc c'est une référence directe à Mimir, le dieu de la connaissance en mythologie nordique. Donc il y a beaucoup de refs, alors, qui sont plus ou moins ardu en fonction, voilà, le grand public le reconnaîtra peut-être pas forcément, mais c'est très chouette à lire. C'est une histoire un peu compliquée à expliquer, parce que il y a combien de points de vue? 1, 2, 3,
J'en ai 3 qui me reviennent en tête. Il y a 3 points de vue. Le point de vue d'une mère de famille qui vit donc dans ce monde un peu nordique avec son mari et son fils, et dont au début on va suivre la première chasse de son fils, qui va un peu mal se terminer, c'est-à-dire que la créature qui chasse est beaucoup plus imposante qu'il ne le pense et tue une famille. Il y a des disparitions d'enfants qui sont organisées là où ils vivent. Le deuxième point de vue, c'est cette fille héritière de Jarl qui est devenue une sorte de chien de guerre qui procède à la chasse de berserkir et autres créatures et qui va se retrouver liée à des complots politiques dans ce monde. Et le troisième point de vue qui me vient, c'est le fameux Varg qui est un esclave qui s'est affranchi un peu par lui-même, qui a senti que sa sœur était décédée et qui va essayer de savoir ce qui s'est passé, sachant que il est particulier, voilà, on l'apprend dans le texte, et surtout il va faire partie d'une compagnie qui va avoir grande importance dans l'univers. En fait, c'est une histoire où les dieux sont tombés. Voilà, il y a eu le Ragnarok, voilà, l'équivalent du Ragnarok, et les humains se retrouvent face à des monstres et vont devoir évoluer dans une géopolitique qui prend de plus en plus de place, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de reine qui essaye d'étendre son pouvoir, on a ses pouvoirs maléfiques qui reviennent, les dieux, les gens qui les prient, et ces personnages qui vont se retrouver liés en fait. Il y a des rebondissements du genre à la fin, du genre la révélation finale, je l'avais pas forcément vu venir, j'ai adoré que ce soit le portrait des personnages, l'univers, bon, en même temps on touche à corde sensible, donc voilà, c'est adulte, c'est sanglant, c'est intéressant, et c'est un véritable plaisir quand on est fan de mythologie nordique, que ce soit dans les inspirations et dans même les costumes et ce genre de choses. Le seul bémol, c'est que y a pas mal de références, on va dire. Et heureusement qu'il y a un petit lexique que j'ai vu très tardivement à la fin. Voilà pour expliquer, mais ça peut être un peu perturbant, un petit peu difficile à la lecture. C'est un peu boucherie sur les côtés, mais pour un premier tome introductif, c'est très chouette. Alors, c'est pas non plus... ça reste un tome d'introduction, hein, donc on place l'univers et tout. Mais moi, j'ai eu, par exemple, pour le personnage de la mère de famille, un véritable coup de cœur pour le personnage, donc je pense que c'est ça qui m'a orientée aussi. Mais je l'ai dévoré, sachant que je l'ai fait durer sur la longueur, parce que avec les corrections, je sentais que j'étais pas en train de profiter autant que je le voulais de ma lecture, donc j'ai un petit peu attendu pour le lire et ça a été une véritable découverte. Et le John, voilà, j'aime beaucoup, pour le coup, sa fantaisie adulte est vraiment très très chouette. Ensuite, on passe chez d'autres éditeurs. Alors là, sur autre chose, j'ai reçu, alors je viens de les recevoir hier, les nouveautés qui vont sortir en octobre, je pense. Donc, je suis pas sûre qu'ils soient encore sortis pour le coup, mais je vous les présente. Le tome 2 du Pont des Tempêtes. Alors, vous allez vous dire... Qu'est-ce qui se passe? Tu as détesté le tome 1. C'est, pour tout vous dire, j'avais envie de redonner une chance à ce texte-ci parce que je l'ai comparé à Guild, que je l'ai lu dans la même période de Guild, et je me suis dit c'est peut-être moi qui étais de mauvaise humeur à ce moment-là. Et surtout, ça a beau être de la romantaisie, ça restait quand même plus sain que Guild. Et j'avais envie de voir est-ce que le premier tome est très romantaisie et ensuite on se balade dans de la fantaisie un peu plus dure et tout. Je l'ai terminé il y a 10 minutes, non, ça reste de la romantaisie. Il y a beaucoup de défauts à ce texte et sincèrement je pense pas lire la suite, mais voilà, faut donner une autre chance dans la vie au texte. Il est très beau, mais il est toujours à 28 € et même si voilà, je suis une fidèle de Brad Jaune depuis que je suis adolescente, il en reste que je trouve ça extrêmement cher pour le nombre de pages, c'est-à-dire que je l'ai commencé hier soir, voilà, je l'ai terminé ce matin, ça a dû m'occuper 1h30, 2 heures de lecture, parce que c'est écrit gros, il y a beaucoup de dialogues, il y a des chapitres qui font une page, voilà, vraiment. Donc voilà, on achète ce genre de livre pour l'objet livre, hein, c'est toute la mode actuellement, et c'est un type de lectorat qu'on ne juge pas sur cette chaîne, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont un petit peu sentis jugés, on va dire, sur ma vidéo sur les indépendants de l'imaginaire, mais voilà, c'est simplement pas, c'est tout le contraire en fait de ce que j'aime dans l'édition actuellement, et pour moi c'est ce qui fait beaucoup de mal, voilà, à l'édition indépendante, mais sachez que 28 €, si vous avez les moyens, si vous aimez les beaux livres, il est très beau, hein, il est shiny et tout, je vous le montre, mais voilà, l'intérieur est comme ça, même si moi en fait, pour être vraiment sincère avec vous, je le trouve beau parce que, voilà, il est clinquant, voilà, si je peux me permettre de dire ça, mais au niveau esthétique, c'est pas du tout mes goûts, c'est-à-dire que moi je préfère 15 fois plus ce genre de couverture, même si j'aime pas la typo de l'ombre des dieux, je préfère 15 fois plus ce genre de couverture que ça, que je trouve assez simpliste en soi, hein. C'est juste un fond jaune avec 2-3 trucs et puis une petite police qui brille, en fait, les belles couvertures, mais il faut que je fasse une vidéo parce que j'ai lu 2 ou 3 commentaires sur, en fait, le beau et la qualité.
et même le beau, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de gens qui considèrent ça beau et ça qui ne l'est pas. Et sincèrement, moi je préfère qu'un soit plus un travail d'illustrateur aussi ouf que ça. Mais je pense que c'est une question de sensibilité à l'illustration, voilà. Mais voilà, je pense que ça serait intéressant parce que j'ai vu qualité et relié qui étaient forcément ensemble, et qualité et beau livre qui étaient forcément ensemble, et je tiens à le rappeler que le papier qui est utilisé à l'intérieur des reliés est souvent de beaucoup moins bonne qualité qu'un papier qui est utilisé en broché dans les livres que vous pouvez lire. Voilà, c'est la petite aparté, mais c'est vrai que ça m'a un peu interloqué quand j'ai lu ça. Ensuite, pareil, alors c'est pas de la romantaisie, c'est un univers que j'ai moyennement aussi aimé, mais voilà, c'est le tome 3, c'est les derniers qui sont sortis. A priori c'est une première trilogie, il va y avoir une seconde trilogie à la suite, et comme il sortait à la suite, je me suis dit bon, ça me prend très peu de temps de lecture, et j'aime bien l'univers, j'ai du mal avec tout le reste, mais j'aime bien l'univers. C'est le tome 3 de Tarot, donc de K.D. Edwards, le tome 3, le trône du sablier. Donc Tarot, c'est un univers qui se passe dans l'Atlantide, qui a été découverte par les hommes, et ça s'est très mal passé, donc les Atlantes vivent maintenant un petit peu cachés, et on va suivre Rune, qui est l'héritier de la cour du soleil, qui explosait quelques années auparavant, dont le père a été renversé, et qui va se retrouver en charge d'un gamin qui s'appelle Max, l'héritier de la cour des amoureux, et doit veiller à sa protection jusqu'à ses 20 ans, il me semble. Rune va faire face à son passé, et surtout face à ses responsabilités d'héritier. Et le premier tome est un peu bizarre parce qu'il part dans totalement autre chose, mais voilà, suite au tome 2, on a quand même envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 3, parce que le tome 2, même si l'histoire est très simpliste et vue et revue, l'univers est assez chouette, et surtout ce que j'aime, c'est la mise en avant de créatures fantastiques qui sont peu visibles, de folklore assez divers et tout, et c'est vrai que la première partie du tome 2, notamment les découvertes de lieux et tout, sont assez sympas, et voilà, je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que sincèrement que je vais m'arrêter à la première trilogie, hein, si ça peut si ça peut s'arrêter là, mais c'est vrai qu'ils sont mignons, c'est Xavier Colette, voilà, pour le coup, ils sont à 20 balles, et il y a beaucoup plus de lecture que sur la Reine et la Traîtresse. Là, on a à peu près 500 pages comme ça, donc pour le coup, avec le prix du papier, les petits shiny et tout, même si moi, en fait, j'aime pas trop quand ça brille, sincèrement. Je suis pas une femme Strass, c'est pas trop mon truc. Et même si ça a imprimé à l'étranger, il en reste que c'est assez chouette. Je vois que la République tchèque est vraiment très plébiscitée en ce moment pour imprimer à l'étranger. Je pense que les prix doivent être intéressants. Ensuite, et le dernier service presse que j'ai à vous présenter, c'est une BD. Alors pour le coup je m'y attendais pas du tout. La maison d'édition qui me l'a envoyé, en fait on avait eu un petit call il y a quelques temps quand j'avais fait un partenariat avec eux, et je leur avais dit il n'y a pas de problème si vous m'envoyez des BD, est-ce que j'en reçois très peu et que je suis assez friande de ça. Et donc c'est une BD, bon je suis pas hyper fan du style graphique, mais pour le coup je pense que l'histoire va être assez sympa. C'est assez simpliste et enfantin, mais ça a l'air d'être très très poétique. Donc ça s'appelle Détour par Epsilon de Lolita Couturier chez les Humanoïdes Associés. Donc c'est une BD, alors je sais même pas de quoi ça parle, hein, donc qui est donc dehors, il y a rien, je vais mourir, bannie de sa cité et livrée à elle-même. Tom est condamné à survivre dans un monde extérieur qui lui est inconnu. Accompagné de Lélé, petite fille dont elle ne sait rien, et guidée par une carte providentielle, sa priorité sera désormais de survivre et d'atteindre une autre cité-état plus au sud, Epsilon, dès que possible. Car il faut faire vite, Tom est enceinte. Donc voilà, ça a l'air d'être une femme enceinte qui va se retrouver chassée de son pays et qui va devoir, on va dire, fuir. Je pense qu'on va parler de maternité, de féminité, et en même temps les dessins sont simplistes, mais tu vois, en fait j'ai vu les premières planches, voilà, moi les couleurs chaudes c'est pas forcément ce que je préfère, mais par exemple je viens de voir une planche qui me plaît plus sur les couleurs, voilà. Ça a l'air d'être assez violent hein, pour le coup, mais voilà, avec des teintes bleues et tout. Je pense que ça va être sympa. Je vais me le lire, je pense, ce soir, histoire de faire ça, histoire de ranger la BD voilà, assez vite. Voilà, c'est le coup de cœur en fait de l'équipe. Héroïne attachant. Et c'est une jeune femme, en fait, je pense que c'est sa première BD où c'est une jeune autrice, c'est marqué, donc voilà, j'ai hâte de le lire, et puis je vois qu'ils ont
qu'ils ont quelque chose pour Métal Hurlant, mais je regarderai ça plus en profondeur après. Donc voilà, ça c'est pour mes petits services presse, et j'étais très contente de recevoir des BD. Il faut savoir que j'ai acheté quelques graphiques, là c'est mon petit plaisir, mais c'est vrai que ça revient comme ça parfois. Je vais peut-être vous le présenter tout de suite parce qu'il me tombe sous la main, je l'ai déjà lu, voilà, j'ai craqué. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la librairie, je l'ai vu et je me suis dit ça fait longtemps que tu veux le lire. Ces éditions correspondent tout à fait à ta manière de lire ce genre d'ouvrage, de collectionner un petit peu les mangas, et donc c'est un manga extrêmement célèbre que j'ai adoré en animé. J'ai vu les 2 premières saisons, mais je n'ai pas Crunchyroll, donc je ne peux pas voir la 3e en bonne qualité parce que c'est le genre d'anime qu'il faut voir en bonne qualité. Je me suis pris Demon Slayer, donc Kimetsu no Aiba de Koyoharu Gotuge. Voilà, pardonnez mon japonais. C'est une édition particulière, ce sont les éditions piliers qui vont être en 9 tomes, qui vont donc publier toute la saga de Demon Slayer en format grand format, type format qui est publié chez voilà, les équivalents Shonen Jump au Japon. Donc vous avez droit à des magnifiques planches. J'ai craqué pour cette édition qui est à 21 €. Il y a 3 tomes, donc c'est en fait l'équivalent. Tu gagnes pas d'argent et t'en perds pas, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 3 tomes publiés, sauf que t'as un beaucoup plus gros format, une plus belle édition, et voilà, j'ai pris un grand plaisir. Ça balait celui-ci une partie de la saison 1, on va dire la moitié de la saison 1 je pense, donc je pense que 2 intégrales balaient une saison à peu près, et j'étais très contente de voir la différence entre l'animé et tout, parce que l'animé est exceptionnel, hein. Si vous n'avez pas le courage de lire le livre, Demon Slayer, c'est l'histoire en fait du jeune Tanjiro qui et comment dire, vit au fin fond des bois avec sa famille. Ils sont assez pauvres, ils vivent en fait du commerce du bois. Il va partir vendre le bois un petit peu dans le village en dessous. Son père est décédé, donc c'est un peu lui l'homme de la famille maintenant. Il a beaucoup de jeunes frères et sœurs. Et quand il revient, parce qu'il doit dormir sur place la nuit, il retrouve sa famille totalement massacrée, et seule Nezuko, donc sa sœur aînée je crois, ou sa sœur qui a à peu près le même âge que lui, hein, ils étaient assez proches, a un pou qui est encore vivant, sauf que Nezuko, il va l'apprendre très vite parce qu'il va faire la rencontre d'un chasseur de démons, a été transformé de force par un démon, et donc Tanjiro va tout faire pour essayer de redonner la vie à sa sœur, du moins que sa sœur redevienne humaine, et bon, il va devenir un pourfendeur de démons, et on va apprendre un peu plus sur ce monde. Donc là, pour ceux qui ont lu la série, ça s'arrête un petit peu sur la formation principale et la rencontre de nos 2 chers amis, c'est-à-dire notre séducteur et notre petit sanglier, voilà. Et pour le coup, j'ai adoré, ça a été un véritable plaisir. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que c'est un shonen. Voilà, on sent un personnage qui va vraiment beaucoup évoluer, c'est un récit initiatique, mais où la famille, les sentiments sont vachement mis en avant. Le personnage de Tanjiro, c'est un gamin qui a énormément de cœur, et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit en animé. Voilà, c'est d'une délicatesse et d'une horreur en même temps, parce que c'est assez violent pour le coup, même pour des jeunes. Alors là, surtout l'animé, hein, c'est assez sanglant, mais les monstres dans le texte, en fait, ont des passés qui vont... Voilà, te font pleurer, vraiment c'est très triste, mais c'est très beau, et même les dessins de monstres et tout sont très réussis, c'est original. Moi j'avais adoré, j'avais un coup de cœur pour l'animé, donc voilà, j'avais un coup de cœur forcément pour ces éditions-ci qui sont très chouettes. Ensuite, je me suis pris en occasion quand je suis allée à Paris, parce que tous les livres sont mélangés, le tome 1 et 2 et le tome 3 et 4 des Détectives du Yorkshire que je vous ai présenté en vidéo mercredi, de Julia Chapman. Je crois qu'il y a 8 tomes actuellement qui sont sortis. Ce sont des éditions intégrales à 20 €, donc ça vaut vachement le coup. Quand tu les achètes, t'as 2 tomes pour 20 €. C'est de la cozy mystery, donc je compare ça un petit peu à Agatha Raisin, mais il y a beaucoup plus à lire en termes d'univers. Je vais en poser un parce que c'est lourd tout ça, mine de rien. On suit l'histoire de Samson O'Brien qui retourne dans son village du Yorkshire suite à des petits troubles, c'est-à-dire que Samson il est parti quand il était jeune après une dispute avec son père, il a fait carrière dans la police, notamment dans les stupes où il était infiltré voilà, à la crime et tout ça, et il va lui arriver un petit problème, c'est-à-dire qu'il va être accusé, lui il dit à tort, et il va devoir fuir avant que les Bœufs Carottes enquêtent vraiment sur lui. Donc il retourne dans le village de son enfance pour ouvrir une agence de détective privé, et sur place il va retrouver, on va dire, les gens qui apprécient très peu son retour, c'est-à-dire que Samson était
extrêmement amis. Son meilleur ami s'appelait Ryan, il me semble. Ryan est décédé en Afghanistan et Samson n'est même pas venu à l'enterrement, donc ça s'est très mal passé. La dernière fois que les gens l'ont vu, il y a eu un grand esclandre et ce genre de choses. Et quand il arrive sur place, et ben il est accueilli par Delilah qui lui fout un pain dans le visage. Delilah, c'est la nana qui gère l'entreprise, on va dire, matrimoniale du village, et qui est une informaticienne et graphiste de très grand talent, mais dont l'entreprise, suite au départ de son mari, va se retrouver vraiment dans la merde financière, et donc elle est obligée d'accueillir Samson pour boucler les fins de mois. C'est au-delà de ça des petites enquêtes, parce que Samson va se rendre compte dans le tome 1 que y a beaucoup de gens qui fréquentent l'agence matrimoniale de Léa qui décèdent, des hommes, et va essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est de la cozy mystery, donc qui est pas du tout comme Agatha, tournée vers l'amour et tout, mais plutôt vers les enquêtes et la psychologie des personnages, l'univers, voilà. C'est vraiment, on rencontre tous les personnages, on a une ambiance, ça se passe dans le Yorkshire, donc c'est une contrée assez vallonnée, avec beaucoup de neige, il fait froid, les gens sont un peu abrupts, voilà, donc c'est assez chouette, on apprend le passé des personnages, on s'y attache, c'est beaucoup dans la psychologie et tout. J'ai beaucoup aimé ma lecture, même si le plus gros défaut, c'est que la trame narrative est très 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 lente, c'est-à-dire que dans le tome 4, on avance très très peu sur l'histoire, on est plus tourné vers les enquêtes, malheureusement. À Hypermonde, parce que je fais des petits achats en salon, hein, c'est la reprise des salons, je me suis pris 3 livres, mais le dernier il est en dernier, donc voilà, c'est mal rangé comme d'habitude. J'ai pris parce qu'il était en avant-première, que l'autrice était là et que c'est une saga que j'aime beaucoup, et j'avais eu un coup de cœur sur le 3e tome de ce roman à 4 mains. Il s'agit donc de l'armée fantoche capitale du Nord, tome 3 de Claire Duvivier. C'est le tome qui conclut cette saga, écrit à deux mains par Claire Duvivier et Guillaume Chamanedjian, qui suit deux royaumes, on va dire, qui ont des politiques en place très très différentes. L'un est une république, l'autre est une royauté, genre un ensemble de clans qui règnent sur le pays. On va suivre Amalia, qui est une jeune fille qui va recevoir une éducation extrêmement poussée, qui est une jeune aristocrate, et là-bas, en fait, les aristocrates règnent pas forcément dans son pays, c'est plus l'ancienne, on va dire, aristocratie, et il y a des élections et ce genre de choses, et Amalia va tomber sur un objet magique qui va lui... comment dire, détruire la vie d'une certaine manière, elle va perdre tout ce qu'elle aime, et c'est un peu compliqué de vous en parler sans vous spoiler, mais suite au tome 3 de Chamanedjian et au fait que les personnages se recroisent, on a envie vraiment de savoir, ça va être lié à la Tour de la Garde, et comme j'ai adoré la Tour de la Garde, j'ai vraiment hâte. A priori, je pense que on va avoir parallèle avec Nox, parce que Amalia était déjà là, et en même temps, Amalia va devoir régler le problème important, la menace qui sévit depuis le début du tome 1, surtout que Amalia sait pas se battre, à part son intelligence, en fait, elle n'a pas de savoir particulier pour la lutte. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire, sachant que, voilà, l'histoire, j'adore Capitale du Sud, mais au niveau de l'histoire et de l'attachement au personnage, j'avais un petit truc plus pour Amalia que pour Nox. Donc vraiment très hâte. Et je pense que je vais le lire très prochainement. Et savoir que c'est la conclusion de la série de la Tour de la Garde, ça me fait mal au cœur, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, et en même temps c'est un parti pris éditorial qui est vraiment intéressant de publier, on va dire 3 livres à 4 mains, voilà, où il y a vraiment dans le tome 3 une réunion des points de vue, et c'est un univers qui est très particulier, qui est assez doux et violent d'une certaine manière. C'est en fait c'est de la fantaisie qui est dans le paysage de l'imaginaire français, un peu inédite, je trouve, dans la façon dont c'est écrit, les thèmes qui sont abordés, la manière dont c'est fait. Ensuite, alors, là, c'est pas du tout un livre que j'avais l'intention d'acheter à la base. En fait, c'est une abonnée, quand elle est venue sur le stand sur les 3 Nantes, qui m'en a parlé. Je suis allée voir un peu sur le stand de Gulfstream, qui était juste à côté de nous. Et en fait, je trouvais déjà l'esthétique du livre intéressante, mais l'histoire était très chouette, et l'autrice était là, donc j'en ai profité. C'est donc Gulfstream fait souvent de la jeunesse, hein. Là c'est pour du plus 15, donc c'est du YA, d'écailles et d'obscurité, de Gaël Maumont, qui est un très joli ouvrage. Gulfstream, pour le coup, en jeunesse, fait partie des éditeurs, je trouve, qui ont le plus de richesse, on va dire. En fait, on trouvait l'équilibre entre des beaux livres et des bonnes histoires, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui trouvent forcément ça. Voilà, le texte est vraiment très beau. Donc c'est l'histoire des monstres qui sévissent. On va suivre donc une jeune femme qui s'appelle Robin, qui est partie un petit peu, pas en exil, mais qui naviguait depuis quelque temps, qui revient dans son village, et là-bas va faire la rencontre d'un jeune homme
un peu mystérieux, qui est chasseur d'une créature qui terrorise un petit peu toute la population. Et malheureusement, la créature a tué les parents de Robin, donc elle va essayer de se venger, hein, c'est un récit de vengeance. Mais l'ambiance a l'air très très chouette. L'autrice avait l'air très sympathique aussi. Et pour le coup, chez Gulfstream, en général, les textes sont très bons. Voilà, c'est un éditeur jeunesse qui est très sympa. J'avais envie de lire un petit peu ça à la période de l'hiver. Le texte m'a attiré. J'aime beaucoup le dos où il y a voilà, ce petit texte. Deux elle étaient, puis l'une resta, l'autre s'évanouit. Le souvenir longtemps enterré à la vie revient, tandis que l'immondice s'éveille. Vraiment, c'est très très chouette. Je pense qu'on part sur une trilogie. Mais j'ai hâte. Et puis, il y a quand même un petit peu de lecture. Il était pas trop cher dans mes souvenirs. 23 €. Alors, je vous dis ça parce que à Hypermonde, j'étais extrêmement choquée des prix des livres. Parce que c'est vrai que quand je vais en librairie, je vais toujours un peu chez les mêmes éditeurs. Ou du moins, j'achète beaucoup en poche. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que des fois, les 3 Nantes, je fais 25 €, c'est un prix et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'au vu du nombre de signes qu'on a dans nos livres, de notre mise en page, de la qualité de nos couvertures, on vend vraiment pas cher. Vraiment, j'ai vu des livres à 23, 25 €, des semi-formats avec 150 pages. Vraiment, j'étais très très choquée des prix et c'est même pas imprimé en France. Donc je pense qu'il y a certains éditeurs, faut dire ce qui est, profitent du fait que c'est la crise et l'augmentation du prix des livres pour même se faire des marges qui sont bien plus élevées qu'ils ne les avaient avant, enfin sincèrement. Mais c'est pour ça, là je me suis dit, c'est un semi-relié, hein, la couverture est un peu rigide mais pas tellement. Il est très sympa, puis il y a un peu de lecture, il y a vraiment le travail. En fait j'ai vraiment aimé le travail d'illustration. Ensuite, c'est 2 livres que j'ai reçus en cadeau de Isatis, qui est une abonnée fidèle de la chaîne, donc si tu passes par là, merci encore. Donc j'ai reçu Les Contes de Lorraine quand je suis allée à Étanges Grande, parce que voilà, c'est une collection chez Wassurland que j'aime beaucoup, que j'ai pas. Alors, cette collection-ci, c'est des livres qui regroupent, on va dire, les contes régionaux à chaque fois. Donc moi, j'en ai sur Paris, j'en ai sur la Normandie, j'en ai sur la Bretagne, j'en ai au moins 5 ou 6, et donc ça va compléter la collection, j'ai très hâte. Les contes, j'adore ça, et j'en lis plutôt à la période du genre là. Bon, nous, il fait froid là en ce moment en Normandie, mais pour le coup, je pense que je vais lire ça au novembre, décembre, ça va être très très chouette et merci encore. Et là, c'est pas du tout de la fantasy, c'est Gilbert Sinoué, dont j'ai déjà lu un ouvrage, le livre de Saphir. Donc c'est un livre qu'elle avait adoré, c'est pour ça c'est son petit coup de cœur. Je vous lis la petite 4e. Dans une Espagne déchirée par la guerre de reconquête et d'inquisition, 3 hommes vont partir à la recherche de ce mystérieux ouvrage. Donc voilà, il y a un livre, 3 hommes qui tout séparent, un juif, un moine franciscain et un arabe. Ils n'auront pas d'autre choix que d'unir leur prodigieux savoir pour accéder à la plus grande révélation de tous les temps. Donna Manuela Viveo, proche d'Isabelle la catholique, va croiser leurs routes. Elle est détentrice, affirme-t-elle, de la clé, l'ultime, celle qui conduit au livre. J'ai vraiment, il a l'air très très sympa pour le coup. J'essaye de lire des classiques de temps en temps en ce moment. Et voilà, il va être dans ma liste. Je suis pas sûre de le lire tout de suite parce que voilà, là il y a le mois de l'imaginaire. Mais j'avais bien aimé l'ouvrage que j'avais lu de Sinoué qui était assez sympa. Ensuite, je me suis pris en salon. Alors là, c'est clairement en lien, on va dire, avec la thématique du moment. Et c'est surtout parce que Jean-Laurent était là, à Étanges Grande. Je me suis pris un des derniers livres que j'ai pas lu de lui, c'est Je suis fille de rage, chez Helios, qui est la collection poche des indépendants de l'imaginaire. Donc c'est un roman qui s'inscrit plutôt ici dans la Révolution américaine. A priori, pendant la guerre de sécession, il y aura Abraham Lincoln, parce que je l'ai acheté sans savoir de quoi ça parlait, hein, parce que quand t'aimes bien un auteur, tu regardes pas forcément. Abraham Lincoln va être en fait dans un huis clos avec la mort, et la mort compte tous les décès, et le président doit un peu se dépêcher pour mettre fin au conflit, pour mettre fin à l'esclavage et ce genre de choses. Donc je pense que ça va parler beaucoup de liberté et de guerre civile, et avec un côté fantastique. La mise en page est assez sympa, genre... je pense qu'il y a des lieux différents, ce genre de choses. Et le côté huis clos avec la mort, moi j'aime bien quand la mort intervient dans les textes en général. La peste et tout, j'avais adoré. Donc j'ai très hâte, et surtout ça change un peu de ce que Jean-Laurent fait. Habituellement on est plus sur un folklore européen, là c'est plus, on va dire, historique américain. Donc j'ai très hâte, et puis surtout que la guerre de sécession c'est un conflit que je connais assez peu, voilà, parce qu'on l'étudie très peu à l'école, et je l'ai surtout vu dans les films américains, voilà, donc forcément biaisé, mais c'est vrai qu'on l'a, c'est le problème.
Ensuite, 2 livres en anglais et en dernier, un petit graphique dont j'ai craqué. Je suis allée à la Shakespeare & Company pendant mes vacances parce qu'on est passé une petite journée à Paris. Et je me suis pris, alors ce qu'il l'avait enfin, je me suis dit, bon, même si la Shakespeare vend plus cher qu'en Angleterre, comme on n'a pas pu aller en Angleterre cette année, voilà, il faut prendre son mal en patience. Je me suis pris The Burning God, donc qui est le dernier tome de la saga de La Guerre du Pavot. C'est une saga qui va suivre l'histoire de Rin, qui est une jeune fille qui vient de nulle part, qui va se retrouver, qui va lutter pour rentrer dans les classes militaires et qui va être envoyée à la guerre par une reine qui ment un petit peu sur les objectifs principaux de la guerre. C'est un récit qui parle énormément de guerre, qui est assez original, c'est de la fantaisie chinoise, mais qui parle beaucoup des addictions, de l'opium, a priori c'est très inspiré des conflits qu'il y a eu en Asie, voilà, au Moyen-Âge, donc c'est assez chouette là-dessus. C'est un récit sans concession qui parle de thématiques très dures. J'aime bien parce que la psychologie des personnages est très travaillée dans ce texte-ci, et pour le coup ça a été une très très bonne lecture. C'est, comme je vous dis, hein, La Guerre du Pavot, c'est un des livres les plus choquants, alors pas au niveau sanglant et tout, mais au niveau des décisions du personnage. Genre, vraiment le personnage, La Guerre du Pavot, quand il se blesse, quand il prend des décisions, c'est très lourd de conséquences. C'est vraiment un récit très belliqueux et sur la guerre qui est très réussi. Et j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Voilà. Et c'est un des seuls livres, je trouve, qui parle d'amour de façon où j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'on va parler... Voilà, Rin va forcément connaître l'amour dans sa vie. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Et ça traite de thématiques beaucoup plus profondes. Et c'est ce que j'aime. Voilà, ça tombe pas dans les clichés habituels. Et vraiment, c'est assez sans concession. Plus je fais ça, plus j'ai une tour qui monte de bouquins là. Je pense que vous les apercevez, mais du genre, ils sont posés sur mon bureau. Donc il y a quand même beaucoup. Et le deuxième... Voilà, ça va être pour prochainement. C'est un livre parce que j'ai adoré le premier tome que j'ai lu de cette autrice et que je veux les lire en anglais parce que je me rends compte que je suis capable de les lire en anglais et que je trouve que c'est le genre de texte qu'il faut peut-être découvrir en langue anglaise parce que ça a été pensé. Je veux dire, l'horreur, c'est un genre qui est souvent pesé dans les mots. Je me suis pris The Sundial de Shirley Jackson. Elle avait présenté son texte sur la maison hantée. Et donc ici, c'est pas forcément son plus connu hein, parce que le plus connu qui elle est, je vous le mets ici, c'est un truc avec le château, et puis il y a d'autres nouvelles, mais c'est vrai que The Sundial, il est assez connu en Angleterre, mais j'ai pas l'impression qu'il est très connu en France. Donc on va suivre Mrs. Halloran, qui a hérité d'une maison à la mort de son fils. Elle a une belle-fille et une petite fille. L'acheteur originel, qui était décédé, arrive pour annoncer la fin du monde et que seuls les habitants seraient sauvés. Il y a un cadran solaire qui serait lié un petit peu à tout ça. Le résumé est un peu flou. Ça va être assez intéressant, ça va être encore une histoire de famille qui va être prise au piège dans une maison un peu bizarre, avec voilà ce côté fantastique, horrifique que j'aime beaucoup. Moi Shirley Jackson, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais j'avais adoré l'ambiance qu'il y avait dans le premier tome que j'avais lu d'elle, donc je pense que ça va être aussi réussi ici, parce que Shirley Jackson, en général, tous ses livres sont appréciés, sincèrement. Et enfin, alors ça, c'est un achat pulsion parce que je m'y attendais pas du tout et surtout je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a une belle estampe, je n'ai pas vu. Je suis assez peu, on va dire, l'univers de la BD parce que c'est un univers déjà au niveau éditorial qui m'intéresse pas trop parce que c'est un univers qui est pas fou et très sain, mais surtout les BD ça coûte très cher et c'est bien quand tu n'as pas un rythme de lecture très élevé, mais je pense notamment aux lecteurs et lectrices qui lisent assez vite, c'est un gouffre financier. Je mets très peu de temps à lire des BD, déjà le manga je mets plus de temps, mais j'essaye de pas trop en lire parce que ça me coûte trop cher, mais là j'ai eu un petit coup de cœur, l'autrice était là, et en plus c'est une sorte de BD mais un peu historique et ça démonte les clichés, j'avais très envie de la lire. Donc c'est de Anne Perrine Quet, je sais pas comment on prononce, ça a l'air d'être breton. C'est Bathory, la comtesse maudite. Donc la comtesse Bathory, je n'ai pas besoin forcément de vous en parler, mais c'est une comtesse qui fait partie souvent du folklore vampirique, hein, parce que on l'accusait de se baigner dans le sang des vierges pour rester jeune. Là, j'ai vu plusieurs vidéos et on pense plutôt qu'elle a été emmurée vivante et tout, hein, c'est vraiment une histoire horrible. On pense plutôt qu'au-delà de la serial killer qu'elle aurait été, du genre vraiment sur des faits où c'est plus de la légende qu'autre chose, c'est une femme qui, suite au décès de son mari, aurait eu une grande emprise sur l'empire austro-hongrois qui était énorme à l'époque et dont plusieurs hommes n'auraient pas forcément voulu qu'une femme règne et qui l'auraient un petit peu condamnée à cette réputation-ci. A priori, le texte va aborder cette
cette question-là, donc j'ai très très hâte. J'aime bien parce qu'il y a une couleur, il y a une colométrie qui est assez sympa dans le texte. Les dessins sont très beaux et puis il faut que je vous montre la dédicace parce que voilà, mais la dédicace est super. Donc vraiment très très contente et en plus je pense que je vais apprendre des choses. Et c'est vrai que c'est un personnage assez fascinant qui a toujours cette figure horrifique, mais c'est surtout un personnage historique et qui malheureusement, comme c'était une femme, on sait très bien que les femmes de pouvoir de l'époque, et c'est toujours quasiment récriminé, c'est-à-dire que vous prenez, je sais pas, des personnages comme les Médicis, Lucrèce, ce genre de choses, c'est toujours des femmes horribles et tout, mais tout ça parce que c'est des femmes de pouvoir, je veux dire, l'histoire à l'époque était gérée par des hommes, le monde était géré par des hommes, ça l'est toujours, c'est aujourd'hui malheureusement, mais il en reste que forcément l'empreinte qu'elle laisse est nuancée par les historiens, et donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre un petit peu plus, et c'est vrai que c'est un personnage assez fascinant. Donc voilà, je pense que ça va être lui aussi au cours du mois de l'imaginaire, parce que je considère que Báthory, au lieu de l'historique, c'est quasiment devenu une légende, hein, comme Dracula, hein. Je veux dire, moi je les classe dans le même panier, mais c'était très très chouette. A priori, d'après les recherches actuelles, Báthory, c'est plus une femme qui a été malheureusement jugée coupable pour le crime d'avoir du pouvoir, plutôt qu'une tueuse en série vampire. Voilà, sincèrement. Alors, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous m'en recommandez, ce que vous lisez en ce moment. Voilà, je serais très curieuse de le savoir. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.